On raconte que le destin se rit de nous quand nous croyons tenir les rênes de nos vies. Clara Morel n'avait jamais eu l'impression d'avoir tenu quoi que ce soit entre ses mains. Depuis la mort de sa mère, lorsqu'elle avait à peine 10 ans, sa vie n'était qu'un enchaînement de silences forcés, de regards baissés, de remarques qu'elle encaissait sans broncher. Dans la grande maison de Neuilly où elle vivait avec son père, Henri, et sa nouvelle femme Isabelle, Clara n'était pas la bienvenue. Elle était là, oui, elle faisait partie du décor, mais toujours de trop. Isabelle, la seconde épouse de son père, la tolérait comme on tolère une servante qu'on n'a pas choisie. Sophie, sa demi-sœur, s'en amusait. La moindre erreur de Clara devenait une occasion de moquerie. Ce soir-là, l'air sentait le jasmin. Mais à l'intérieur de la maison, il n'y avait que froideur. Isabelle, élégante comme toujours, sirotait un thé en feuilletant un magazine de luxe. Sophie, allongée sur le canapé, riait au téléphone avec une amie, en parlant de ses robes et de la soirée de gala qui approchait. Clara, silencieuse, posait la vaisselle sur la grande table de marbre. « Clara, » fit Isabelle d'une voix sèche, « tu n'as toujours pas appris à placer les verres correctement ? Regarde-moi ça. Un enfant ferait mieux que toi. » Clara se raidit. Ses doigts tremblèrent sur le cristal, mais elle se força à corriger. « Je vais rectifier, madame, » murmura-t-elle. « Évidemment que tu vas rectifier, » soupira Isabelle, levant les yeux au ciel. « Il faudrait bien qu'un jour tu serves à quelque chose. » Sophie leva les yeux de son téléphone. Ses lèvres peintes de rouge s'étirèrent en un sourire cruel. « Ce soir, gala à l'hôtel d'Orsay, » annonça-t-elle avec un air triomphant. « Toute la haute société sera là. Mais toi, Clara, tu n'as même pas de quoi t'acheter une paire de chaussures correctes. Reste donc ici, ça t'évite de nous faire honte. » Clara sentit son cœur se serrer, mais ne répondit pas. Les réponses ne servaient à rien dans cette maison. C'est à ce moment qu'Henri entra. Son pas était lourd, son visage marqué de fatigue. Dans ses mains, il tenait un dossier usé, jauni par le temps. Ses yeux brillaient d'une inquiétude inhabituelle. « Isabelle, » dit-il d'une voix hésitante, « il faut que nous parlions. L'alliance avec la famille Delcourt. Il est temps de l'honorer. » Le magazine glissa des genoux d'Isabelle. Son regard s'embrasa. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'y penses pas. » Henri ouvrit le dossier, ses mains tremblaient. La promesse. Elle a été faite il y a longtemps. Du temps où ta mère vivait encore, Clara. Nos familles avaient conclu un accord. Sophie se redressa d'un bond, incrédule. « Tu veux dire que tu comptes me marier à cette infirme ?» Isabelle tapa du plat de la main sur la table. « Jamais. Sophie a un avenir. Tu crois que je vais la sacrifier pour un héritier cloué à un fauteuil roulant ?» Henri essaya de calmer le ton. Mais la grand-mère Delcourt insiste. C'était une promesse solennelle. « Alors qu'elle insiste, » coupa Isabelle, « Clara n'a rien, elle n'est rien. Qu'elle serve au moins une fois dans sa vie. » Un silence terrible s'abattit. Clara, debout près de la table, sentit son estomac se nouer. Ses jambes flageolèrent. « Moi » osa-t-elle à voix basse. Isabelle tourna vers elle un regard de glace. « Oui, toi, tu prendras la place de Sophie. Ce mariage devait être pour elle, mais ce sera toi. Tu crois que tu peux te permettre de refuser ?» Henri détourna les yeux, incapable de soutenir ceux de sa fille. Clara serra les poings. Une brûlure lui monta à la gorge. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle avait appris depuis longtemps que ces mots n'avaient pas de poids ici. À plusieurs kilomètres de là, la tour Delcourt s'élevait vers le ciel. Symbole de puissance, de richesse accumulée en une génération. Dans son bureau aux parois de verre, Étienne Delcourt fixait l'horizon. Son fauteuil roulant était immobile, son visage fermé. Ses yeux d'un bleu acier semblaient-ils percer le crépuscule. Victor, son fidèle assistant, entra avec un dossier. « Monsieur, la famille Morel a confirmé. Votre grand-mère souhaite que le mariage soit avancé. » Étienne ne cligna même pas. « Qu'ils insistent. Je ne dois rien à personne. » Victor hésita, puis osa. « Vous devez quelque chose à votre grand-mère.
Elle n'a plus beaucoup de temps. Le regard d'Ethan se durcit. Il ferma les yeux, inspira longuement, puis ses poings se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil. « Préparez les papiers », finit-il par dire. À l'hôpital privé de Neuilly, Élise Delcourt, la grand-mère d'Ethan, luttait contre la maladie. Son corps était affaibli, mais son esprit restait vif. Quand Ethan entra, son visage sévère se radoucit. « Ethan, dit-elle d'une voix fragile, promets-moi, j'ai promis à Henri Morel. Leur fille est droite, digne. Donne-lui ton nom. » Ethan prit sa main ridée. L'espace d'un instant, son masque froid se fissura. « Je tiendrai ta promesse, grand-mère. » Un sourire paisible éclaira le visage d'Élise. « Alors je peux partir tranquille. » Ethan baissa les yeux, incapable de répondre. La nuit suivante, Clara s'assit devant son miroir. La lumière de la lampe dessinait des ombres sur ses traits délicats. Ses cheveux bouclés retombaient en cascade, encadrant un visage fatigué mais lumineux. Elle se regarda longtemps. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Une larme roula sur sa joue. Elle pensa à sa mère disparue, à cette promesse qu'elle n'avait jamais demandée. Elle inspira profondément, essuya ses yeux et se dit qu'elle affronterait son destin, même si c'était pieds nus dans la glace. Le mariage eut lieu dans une petite mairie de quartier, impersonnelle, presque froide. Pas de musique, pas de fleurs. Seulement 2 témoins indifférents. Clara portait une robe blanche simple, sans éclat. Ethan, costume sombre, était assis dans son fauteuil, visage impassible. « Monsieur Ethan Delcourt, acceptez-vous d'épouser Clara Morel ?» demanda l'officiant. Le silence s'épaissit. Ethan leva les yeux vers Clara. Son regard la transperça. « Oui, » répondit-il enfin d'une voix glaciale. « Mademoiselle Clara Morel, acceptez-vous d'épouser monsieur Ethan Delcourt ?» Clara inspira. « Oui. » Leurs signatures tracèrent des lignes sur le papier. Et ce fut tout. Pas d'applaudissements, pas de rire. Rien qu'un mariage glacial. Le manoir Delcourt se dressait comme un château, majestueux et intimidant. Les colonnes de marbre étincelaient, les lustres illuminaient l'entrée. Clara franchit le seuil, la gorge nouée. Les domestiques s'étaient alignés dans le hall, parfaitement droits. Victor s'avança. « Madame Delcourt, » dit-il avec respect. Ethan arriva, imposant dans son fauteuil. Son regard bleu glacé se planta dans celui de Clara. Première règle, tu ne dors pas dans ma chambre. Deuxième règle, tu ne touches à rien qui m'appartient. Sa voix résonna dans le silence. Clara sentit ses joues brûler. Une humiliation publique dès son arrivée. La première nuit, elle resta assise seule dans une chambre immense. Les murs semblèrent la regarder. Elle serra son oreiller, incapable de retenir ses sanglots. Dans ce lit trop grand, elle se sentait minuscule. « Maman, » murmura-t-elle. « Aide-moi à tenir. » Le lendemain, elle tenta un geste. Dans le grand salon, elle apporta un plateau de café. Ethan lisait un dossier, son visage fermé. « J'ai pensé vous apporter du café, » dit-elle timidement. Il ne leva pas les yeux. « Je n'ai rien demandé. » Elle posa la tasse. Ses mains tremblaient. Une goutte tomba sur le bois précieux. Ethan referma sèchement son dossier. « Je t'avais dit, ne touche pas à ce qui est à moi. » Ces mots claquèrent comme un fouet. Clara recula, le cœur serré. Plus tard, elle se réfugia dans le jardin. L'air frais portait l'odeur des roses. Elle leva les yeux vers le ciel, une larme solitaire sur sa joue. « Tiens bon, » pensa-t-elle. « Tiens bon. » Cette nuit-là, un pressentiment la poussa à sortir de sa chambre. Le couloir était plongé dans l'ombre. Elle marcha doucement et s'arrêta net. Au bout du couloir, une silhouette se dessinait. Ethan. Clara retint son souffle. Il se levait de son fauteuil. Ses pas étaient hésitants, mais réels. Son cœur battit la chamade. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon mari !» balbutia-t-elle. « Il n'est pas handicapé ?» Ethan s'immobilisa. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Un secret venait d'être éventé.
Clara resta figée dans l'ombre du couloir, le cœur cognant si fort qu'elle craignit qu'il ne la trahisse. Ethan venait de marcher. Pas d'un pas sûr, pas comme ces silhouettes qu'on voit sur les couvertures de magazines, mais marchait quand même. Il s'était immobilisé à la seconde où il avait senti sa présence. Son visage s'était durci. Ses yeux avaient glissé sur elle comme une lame froide. Puis il avait pivoté, lentement, pour reprendre appui sur l'accoudoir du fauteuil. Clara fit un pas en arrière, presque un réflexe de survie. Je n'ai rien vu, murmura-t-elle. La voix d'Ethan fendit la pénombre, grave, tenue, sans une vibration. Tu n'as rien à voir, et encore moins à dire. Il se laissa retomber dans le fauteuil comme un roi qui reprend son trône. Le cuir gémit, la roue pivota d'un demi-tour, puis plus rien que le murmure lointain de la maison endormie. Si tu tiens à la paix dans cette maison, tu oublies ce couloir, tu oublies cette nuit. Tu t'oublies toi-même, dit-il, presque à voix basse. Clara hocha la tête. Elle ne bougea pas. Ses doigts s'accrochaient à la soie de sa chemise de nuit. Ses ongles y dessinèrent un minuscule bruit de déchirure. Ethan fit rouler le fauteuil jusqu'à elle, si près qu'elle sentit sur sa peau l'ombre de son parfum, boisé, sec, impérieux. Retourne dans ta chambre, Clara, et ferme la porte derrière toi. Elle recula, d'un pas, de deux, puis tourna le dos et marcha, guidée par le tapis qui étouffait ses pas. La poignée se referma dans un clic doux. Elle appuya le front contre le bois. Ses yeux se remplirent d'eau, mais elle les retint. Elle respira profondément. Une fois, deux, et réussit à se tenir droite. Le matin déploya ses voilages clairs sur le manoir, sans douceur pour autant. Clara descendit lentement l'escalier. La gouvernante l'attendait dans le hall, visage fermé, mains croisées sur un tablier trop net. « Monsieur Delcourt prend son petit déjeuner dans le jardin d'hiver », annonça-t-elle. « Vous n'êtes pas attendu. »« Je n'ai pas dit que j'étais attendu, » répondit doucement Clara. « Je veux simplement lui souhaiter une bonne journée. » Un battement d'yeux agacé fut la seule réponse. Clara traversa le salon, le corridor aux portraits, des hommes grisés de gloire, des femmes au regard de marbre, et s'arrêta au seuil du jardin d'hiver. Ethan était là. Auprès de lui, une femme blonde, silhouette élancée, tailleur crème qui épousait des courbes élégantes. Elle parlait vite et bas, une main posée sur le dossier du fauteuil, comme sur un fauteuil à elle. « Camille, » disait Ethan d'une voix neutre, « la presse veut des visuels du gala de Genève. On ne leur donnera que ceux que j'ai validés, pas un de plus. »« Évidemment, » répondit la femme en souriant. « Tu sais que je gère. » Camille releva la tête, aperçut Clara, et sourit davantage, mais d'un sourire en biseau. « Oh, la nouvelle Madame Delcourt. Quelle délicate surprise. » Clara inclina la tête. « Bonjour. » Ethan tourna la roue de son fauteuil de quelques degrés. Geste infime, mais qui claquait comme une barrière. « Tu n'as pas besoin d'être ici, » dit-il sans douceur. Clara sentit un picotement au creux de la gorge, mais elle resta où elle était. « Je voulais juste vous souhaiter une bonne journée. »« Bonne journée, monsieur Delcourt. »« C'est fait, » répondit-il. « Tu peux y aller. » Camille regarda Clara comme on regarde une silhouette transparente. Puis, à demi penchée vers Ethan, elle reprit. « À propos de la soirée de la Fondation, j'ai finalisé la liste. On t'attend pour une apparition. 20 minutes, pas plus. On joue l'image, on rassure les donateurs. » « Très bien, » dit Ethan. Clara recula d'un pas. Elle sentit la fraîcheur du carreau sous ses talons. Et soudain, l'envie de courir l'empoigna. Courir jusqu'à ne plus sentir cette maison sur sa peau. Mais ses pieds s'ancrèrent. Elle hocha la tête, très légèrement, comme pour se donner un ordre à elle-même, et s'éloigna. La matinée s'étira en silence. Un silence plein d'ombre qui suivait Clara dans chaque pièce. Dans la bibliothèque, elle effleura la reliure d'un livre d'art. Sa mère aimait les toiles impressionnistes, des lumières qui tremblent, des ciels qui respirent. Elle se souvenait de leurs pas dans un musée, main dans la main. Elle ferma le livre. La gouvernante entra, déposa un paquet sur la table, aussi sèche qu'un coup de règle. « Pour vous, de la part de monsieur. » Clara défit le ruban. Un contrat, relié de noir, glissa hors de l'enveloppe.
Les clauses alignées comme des soldats. Discrétion, absence d'ingérence dans les affaires Delcourt, présence requise lors de certains événements, interdiction d'utiliser le nom Delcourt à des fins personnelles, et une dernière ligne qui mordit sa vue. Chambre séparée, absence de devoirs conjugaux, union limitée à la durée d'engagement familial. Clara sentit un froid monter dans ses doigts. Elle porta le bord du papier à sa poitrine, comme pour arrêter une fuite invisible. « Où dois-je signer » demanda-t-elle enfin. « Monsieur vous attend au bureau », répondit la gouvernante. Le bureau d'Ethan était une nef de verre et de bois sombre. Il ne leva pas la tête quand Clara entra. « Lys, signe. Et garde ton calme, dit-il. Puis-je poser des questions ? Non. Clara fit un pas vers le bureau, puis un autre. Je signerai. Mais je veux une seule chose en échange. Une seconde de silence. Un grain de sable dans la machine. Ethan releva enfin les yeux. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'une épouse remplaçante peut exiger ? Elle serra la reliure entre ses mains. Que je voie votre grand-mère, quand je veux, sans qu'on me l'interdise. Les iris d'Ethan se durcirent. Puis quelque chose, une ombre de surprise. Y glissa. Tu n'iras pas seul, mais oui, tu iras. Clara hocha la tête. Un souffle lui revint. Elle signa. Son prénom traça une rivière trop droite. Puis elle posa le stylo. Autre chose, lança Ethan, déjà reparti dans ses dossiers. Oui, dit-elle, presque sans y croire. Merci. Garde tes remerciements. Ils ne m'intéressent pas. Elle sortit. La poignée froide sous ses doigts sembla lui dire « Tiens bon ». Le couloir menant à la chambre d'Élise sentait la lavande et l'alcool médical. Une infirmière sourit à Clara. Un vrai sourire, simple, dont elle avait presque oublié le goût. Élise dormait. Ses cheveux argentés, fins comme une haleine de givre, reposaient sur l'oreiller. Clara resta d'abord debout, n'osant pas briser le silence. Puis elle tira une chaise et s'assit. « Bonjour, Madame Élise, » murmura-t-elle. « Je m'appelle Clara. Je sais que vous êtes fatiguée. Je voulais juste dire que je tiendrai, autant que je peux. » Élise entr'ouvrit les yeux. Un clair d'eau douce. « Clara, ma petite, viens là. » Clara prit sa main. Une chaleur fragile passa de l'une à l'autre. « Vous ressemblez à votre mère, » dit Élise en souriant. « Une photo, longtemps, je l'ai gardée dans mon livre de prières. Vous l'avez connue ? Elle travaillait pour nous, honnête, courageuse. Elle m'a sauvé d'une chute un jour. Et j'ai promis. Oh, j'ai promis tant de choses. » Les mots d'Élise s'effilochèrent, mais Clara les serra contre son cœur. Elle resta là, longtemps, à écouter une respiration, un souvenir, un filet de lumière qui tenait dans une paume. Quand elle sortit, Victor l'attendait dans le couloir. « Madame, » dit-il, un peu gêné, « Monsieur Delcourt souhaite que vous soyez prête ce soir. Fondation Delcourt. Tenue sombre, discrète, pas d'interview, pas de photos. »« Je n'ai pas l'habitude des photos, » répondit Clara avec un sourire triste. « On m'a rarement regardé. » Victor baissa les yeux. « Je suis navré pour... Enfin, je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. » « Merci, Victor. C'est beaucoup, déjà. » La voiture filait sous les lumières de Paris. Clara, dans une robe noire simple, ajusta l'ourlet sur ses genoux. Elle sentait l'aiguille invisible de l'appréhension ponctuer sa peau. Ethan, face à elle, regardait la ville par la vitre teintée. Camille était montée aussi, assise en diagonale, téléphone en main, la bouche rosie de mots qu'elle n'adressait pas à Clara. « À ton arrivée, » souffla Camille. « Je gère les caméras. Tu te poses à l'estrade. 20 minutes de présence. Sourire minimal. Puis on sort par l'arrière. »« Très bien, » dit Ethan. Camille effleura le revers de sa veste. Un geste rapide, comme une habitude qui ne demande pas la permission. Clara détourna les yeux. Elle s'accrocha au clignement régulier des feux de la ville. « Et vous ? » ?»« Madame Delcourt, » dit enfin Camille, voix caressante qui grattait comme du velours rêche. « Vous resterez à l'écart. On ne mélange pas les sujets. »« Je comprends, » répondit Clara. Ethan ne dit rien, mais sa mâchoire vibra d'une crispation retenue.
La salle de la fondation bruissait d'un parfum de parfum, d'objets aux reflets chers, de promesses emballées dans des coupes de champagne. À l'entrée, des flashs. Camille filtra, découpa, sculpta un passage pour Ethan. Le fauteuil brillait comme un sceptre. Clara resta 3 pas derrière, invisible par consigne et par habitude. « Mesdames et messieurs », annonça la maîtresse de cérémonie, « Monsieur Delcourt est avec nous ce soir. » Un applaudissement apprivoisé se leva. Ethan inclina la tête. Camille, dans l'ombre de la scène, corrigea un micro-geste, posa sa main sur le dossier. Clara vit ce contact comme on voit une porte qui se ferme. Un donateur s'approcha de Clara pourtant. « Vous êtes... personne », dit-elle avec un sourire doux. « Mais merci de demander. » Elle s'éloigna vers une table où l'on avait disposé des dessins d'enfants. La fondation finançait un programme d'école mobile. Un petit garçon avait dessiné un soleil à la craie jaune qui débordait de la feuille. Elle étouffa un rire clair, tombé d'ailleurs, qui lui fit du bien. « Vous trouvez ça drôle ?» La voix, derrière elle, avait la froideur d'une lame posée sur de la glace. « Ethan. » Clara se retourna. « Je trouve ça... beau. Parce que ça déborde. Comme si le soleil refusait de rester à sa place. » Un minuscule pli passa dans le regard d'Ethan. « Suis-moi, » dit-il. Il la conduisit jusqu'à un pan de mur où l'on exposait les chiffres, les objectifs, les visages des bénéficiaires. Si quelqu'un t'aborde, tu souris, tu dis « bonsoir » et tu t'en vas. Oui, si quelqu'un te demande qui tu es, tu dis « je suis avec la fondation ». Pas mon nom. Jamais. Oui. Et si Camille te parle, tu l'écoutes. C'est elle qui gère. Oui. Il la fixait comme on fixe un problème qui refuse de s'écrire. « Pourquoi est-ce que tu es venu à moi ce matin ?» demanda-t-il soudain. La question la surprit. « Pour vous souhaiter une bonne journée ?» Je n'ai pas besoin qu'on me souhaite quoi que ce soit. Parfois, dit Clara, la voix posée, on ne fait pas ce qu'on a besoin. On fait ce qui est bien. Un battement de silence. Ethan eut un rire si bref qu'on aurait pu le confondre avec un soupir. Ici, ce qui est bien, c'est ce qui fonctionne, pas ce qui réchauffe. Il s'éloigna. Camille glissa dans son sillage, impeccablement ajusté à lui, comme si elle connaissait le pas du fauteuil mieux que personne. Clara resta seule, avec ses mains croisées et ce soleil d'enfant qui débordait de sa feuille. Les jours qui suivirent furent des jours de pierre. Ethan imposa des horaires à la minute, des repas séparés, des consignes qui faisèrent d'une maison une caserne. On ne se croise pas à table, on se croise à l'occasion d'une nécessité, disait-il. Quand ils se croisaient, parfois, il posait sur elle un regard qui ne la touchait pas. Un regard qui passait au travers pour viser autre chose. L'ordre, le contrat, la promesse faite à la vieille dame de l'hôpital. Camille, souvent, apparaissait, disparaissait. Toujours avec ce parfum discret qui laissait derrière elle une trace de vernis et de cendre. Une fois, en fin d'après-midi, Clara entra par mégarde dans le salon pendant qu'Ethan et Camille révisaient un discours. « Non, dit Camille. Ici, tu glisses engagement au lieu de responsabilité. C'est plus chaud, plus humain. Même si tu ne crois pas à ces mots. »« Je crois à ce qui tient, » répondit Ethan. « Les mots tiennent si on les attache fort. » Camille sourit, posa sa main sur son épaule. « Tu tiens très fort, toi. » Clara se figea. Elle se retenait de battre en retraite, mais sa peau criait. Elle voulut refermer la porte sans bruit. La charnière grinça. Ethan leva la tête. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je croyais que la pièce était vide. »« Sors !» Elle s'en alla. Dans le couloir, elle s'adossa au mur et laissa sa tête taper doucement contre le papier peint. Une fois, 2, 3. La nuit, quelquefois, elle entendait des pas, ou croyait les entendre. Elle revoyait le couloir, les ombres, l'homme qui se levait de son fauteuil, et la phrase tranchante « Tu n'as rien à voir, tu t'oublies toi-même ». Alors elle posait sa main sur son propre cœur, comme pour lui rappeler qu'il existait encore. Un soir de pluie, elle descendit à la cuisine pour se préparer un thé.
La lumière bleutée des veilleuses découpait les arêtes des meubles. Elle chercha la boîte de tisane, monta sur un tabouret pour atteindre l'étagère, perdit l'équilibre. La boîte glissa, tomba, et s'ouvrit dans un bruit de papier sec. La gouvernante apparut, comme tirée par une ficelle. « Ce n'est pas votre place. »« J'avais soif, » répondit Clara. « Vous n'avez qu'à demander. »« J'ai appris à ne pas demander. » Un froissement de dédain. « Vous n'êtes pas ici chez vous. »« Madame Delcourt, vous êtes ici parce que monsieur a des raisons. » Qui ne me regarde pas. « Et qui ne me regarde pas non plus, je suppose, » dit Clara avec un sourire triste. « Exactement, » conclut la gouvernante. Le lendemain, Victor vint la trouver dans la roseraie. « Madame, monsieur souhaite que vous l'accompagniez cet après-midi. Au siège. » Au siège, réunion avec le conseil. Puis un entretien avec des architectes. Il veut que vous soyez présente. En silence. Mais présente. « Pourquoi ?» demanda Clara, sincèrement déconcertée. Victor hésita. « Je crois qu'il veut rappeler qu'il est marié. » Clara hocha la tête. Elle pensa à Camille, à l'ombre qu'elle faisait quand elle se penchait sur l'épaule d'Ethan, à la façon dont tout le monde semblait danser autour d'eux. « Très bien, » dit-elle. « J'irai en silence. » La tour Delcourt avala Clara dans ses ascenseurs de verre. Dans la salle du conseil, les voix portèrent des chiffres comme des étendards. Ethan entra, le fauteuil impeccable, le visage fermé. Clara prit place 3 sièges derrière lui. Endroit idéal pour qu'on la voie sans l'écouter. Les acquisitions à Milan, lança un directeur. La presse a des interrogations. La presse a des appétits, corrigea Ethan. On nourrit ce qu'on veut garder. On affame le reste. Rire discret, hochement de tête. On l'admirait, on le craignait. On ne le contredisait pas. Clara observa sans bouger. Les mots allaient et venaient, propres, tranchants, efficaces. Elle eut envie d'un mot qui saigne un peu, juste pour vérifier que tout cela était vivant. À la pause, un jeune cadre s'approcha d'elle. « Vous êtes avec la Fondation, » répondit-elle, fidèle à la consigne. « Ah » dit le cadre, déjà ailleurs. Camille, elle, resta près d'Ethan, plantée comme une balise. Quand une question glissait vers le personnel, elle répondait. Quand une phrase avait besoin d'un verbe, elle le posait. Clara soudain pensa « Il lui doit quelque chose ». Cette pensée lui entra dans la peau, tenace, désagréable. Elle ne savait pas quoi. Une histoire, un sauvetage, une dette morale. Mais quelque chose, oui. Le soir, en rentrant, la pluie recommença à frapper les vitres du manoir. Ethan était dans le salon, la télévision muette, les nouvelles défilant en sous-titres. Clara hésita au seuil, puis entra. « J'ai vu Madame Élise aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Elle allait mieux. Elle a ri, en parlant d'une photo. »« Je n'ai pas demandé de rapport, » coupa Ethan. « Je sais. Mais parfois, les nouvelles qui tiennent chaud, méritant d'être dites. »« Il n'y a pas de chaud ici, » répéta-t-il, fixant l'écran. « Alors il y a du froid, » murmura Clara. « Et on s'y habitue, jusqu'à ne plus rien sentir. » Cette fois, il se tourna. Le bleu de ses yeux sembla foncer d'un ton. « Tu apprends vite. J'ai eu de bons professeurs. » Un silence, lourd, qui aurait pu devenir une conversation, mais qui se brisa sur un cliquetis. Camille, apparaissant dans l'embrasure, manteau clair, cheveux tirés. « Tu es prêt ?» Le chauffeur attend. « Oui, » dit Ethan. Il passe près de Clara sans la toucher. « Bonne soirée !» lança-t-il, sans se retourner. « Bonne soirée !» répondit-elle. Et sa voix resta suspendue dans la pièce vide comme un ruban sans cadeau. Les humiliations ne venaient pas toujours de lui. Parfois, la maison s'en chargeait. Un bouquet fut livré, des lits blancs, lourds et superbes. On les posa sur la console de marbre, sous un miroir vénitien. Clara s'approcha, par goût de la beauté. « N'y touchez pas, » dit la gouvernante. « C'est pour le salon de monsieur. »
Je voulais juste déplacer le vase pour qu'il reçoive plus de lumière. La lumière, ici, on la place où l'on veut, pas où elle veut. Clara sourit, un sourire qu'elle n'adressait à personne, juste à sa propre patience. Alors je n'essaierai pas de déplacer le soleil, promit-elle. Une nuit, elle rêva qu'elle ouvrait toutes les fenêtres, et que la maison respirait avec elle. Elle se réveilla avec le goût du vent dans la bouche, et l'envie, folle, de vraiment ouvrir quelque chose. Elle enfila un gilet, glissa ses pieds dans des chaussons, et marcha jusqu'à la verrière du jardin d'hiver. La poignée était glacée. Elle la poussa. L'air, dehors, avait l'odeur d'une promesse mouillée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle sursauta. Ethan était là. Ou plutôt, le fauteuil était là, silhouette sombre dans l'encadrement. Et lui, juste derrière le fauteuil, debout, main posée sur le dossier. « J'avais besoin d'air, dit-elle, sincère. L'air n'a jamais suffi à personne. Je sais. » Ils restèrent ainsi, un instant, ni dedans ni dehors. Clara tourna la tête vers lui. « Je ne dirai rien, répéta-t-elle, à propos de ce que j'ai vu. »« Tu n'as rien vu, corrigea-t-il. C'est plus simple. »« D'accord, et tu n'essaieras pas de comprendre. » Elle eut un petit rire qui n'était pas un rire. « Je n'essaie plus de comprendre les gens, je les écoute. C'est moins dangereux. »« N'écoute pas ici, dit-il. Ici, tout ce que tu entendras te fera mal. » Il contourna le fauteuil, se laissa glisser dedans, le geste d'un acteur qui sait sa scène par cœur. « Rentre !» ordonna-t-il. Elle obéit. Mais avant que la porte ne se referme, elle se retourna. « Est-ce que Camille est votre amour ?» Le mot tomba entre eux comme une porcelaine fine qui se fissure sans bruit. Ethan ne répondit pas tout de suite. « Camille est quelqu'un à qui je dois. »« De l'amour ? De la loyauté, dit-il. Et la loyauté suffit à tout. »« Pas à tout, murmura Clara. » Il roula vers elle, proche, si proche, que le reflet de ses yeux se piégea un instant dans les siens. « À tout ici, rectifia-t-il. La porte se referma. Clara resta un long moment appuyée contre le battant, à écouter une maison qui, décidément, respirait par à coups. Les jours reprirent leur danse blanche. À l'hôpital, Élise parlait un peu plus, de souvenirs surprises, du goût des prunes dans un jardin d'août. Clara notait ces choses invisibles qui, pourtant, tiennent un cœur ensemble. Au siège, Clara s'asseyait quelques mètres derrière Ethan, et devenait l'ombre utile d'une présence inutile. Au manoir, Camille allait et venait, avec cette façon d'habiter les seuils comme si elle en possédait les clés. Un après-midi pourtant, une faille. Clara traversait l'atrium quand deux employés, croyant qu'elle ne comprenait pas qu'on parlait d'elle, murmuraient près d'une plante verte. « Tu as vu ? La remplaçante. On dirait une stagiaire. Ce n'est pas elle, le sujet. Camille, c'est la femme de monsieur. C'est ce qu'on dit depuis Genève. » Clara passa sans les regarder. Dans le miroir d'angle, son visage lui renvoya un calme étrangement doux. « Je survivrai, » se dit-elle. « Je survivrai, et j'apprendrai. » Ethan, lui, serrait ses journées comme on serre une plaie pour qu'elle cesse de saigner. On lui présentait des chiffres, il rendait des décisions. On lui tendait des visages, il répondait par des distances. La nuit, parfois, il marchait, pas loin, quelques pas seulement, pour se souvenir du poids de son corps, de sa colère, de sa dette. La dette avait un visage, Camille, au pied d'un lit d'hôpital, posant une main sur la sienne. « Reste, je m'occupe du reste. » Alors il était resté, et il avait promis. Clara ne savait rien de tout cela, mais elle sentait dans la façon qu'il avait de dire « non », la trace ancienne d'un naufrage. Un soir, la fondation organisa une visite inattendue au manoir. Deux adolescents que le programme soutenait, une éducatrice, un photographe discret. Camille avait orchestré l'ensemble à la minute près. On aura deux images. Monsieur avec les jeunes, un regard fenêtre, un stylo qui signe. Rien d'autre, dit-elle. Clara resta en retrait, comme toujours,
Mais quand l'un des jeunes, un garçon maigre aux yeux presque trop grands, balbutia que son dessin n'était pas assez bien, elle s'agenouilla près de lui. « Tu sais, dit-elle en montrant sa feuille, le soleil n'écoute personne. C'est lui qui décide jusqu'où il déborde. » Le garçon sourit, un sourire rare. « Je peux déborder alors ?»« Déborde, répondit-elle. Et si quelqu'un te dit d'arrêter, tu lui offres un peu de ta lumière. » Le photographe, discret, prit un cliché. Camille fronça les sourcils. Ce n'était pas prévu. Ethan, qui avait tout vu, garda le silence. Son regard, juste une seconde, s'était posé autrement sur Clara. Comme on pose une main qui, d'habitude, frappe. Et qui, pour une fois, se retient. « On garde la photo », dit-il finalement. Camille tourna vers lui, une surprise contrariée. « Très bien, si tu veux. » Cette nuit-là, la maison semblait plus calme. Clara, dans sa chambre, s'assit à son bureau. Elle prit un carnet, un petit carnet bleu qu'elle avait gardé de sa mère. Elle écrivit « Je m'appelle Clara Morel. Je suis l'épouse remplaçante d'un homme qui ne veut pas de moi. Je ne sais pas ce que je fais ici. Mais je veux croire que je peux rendre quelque chose meilleur, même si c'est petit, même si c'est invisible. » Elle posa le stylo et pleura enfin. Pas comme on s'effondre, mais comme on desserre un nœud. On frappa. Elle sursauta. « Entrez !» Victor passa la porte, embarrassé, un dossier contre la poitrine. « Pardon, je n'aurais pas dû. À cette heure. Ce n'est rien. Que puis-je faire pour vous ?»« C'est plutôt moi, dit-il. Monsieur m'a demandé de vous donner ça. Une invitation. Dîner demain, pas public. Des partenaires étrangers. Il veut que vous soyez à table. » « À table ? Oui, avec lui. » Clara sentit un mouvement étrange se lever en elle. Pas de la joie, pas de la peur. Quelque chose entre les deux, comme une flamme qui hésite. « D'accord, je viendrai. » Victor hocha la tête et, avant de sortir, ajouta d'une voix basse « Quoi qu'il advienne, tenez bon. » Le dîner avait lieu dans une pièce plus petite que les autres, ce qui, au manoir Delcourt, voulait dire humaine. Une table ovale, un lustre doux, des verres maigres de vin. Deux partenaires étrangers, souriants, parlaient français avec la politesse lente de ceux qui respectent plus la relation que le contrat. Clara, en robe bleu nuit, s'assit à la droite d'Ethan. Il ne la regarda pas. « Madame Delcourt, » lança l'un des invités, « c'est un plaisir. Monsieur Delcourt nous a dit que vous étiez discrète. »« Je le suis, » répondit-elle avec un sourire. « On parle de musée, de ville, d'architecture. » Clara sut écouter. Poser une question au bon moment. Offrir une anecdote au bon endroit. Elle avait appris, longtemps, à être la lumière qui n'éblouit pas. Ethan, plusieurs fois, tourna vers elle un regard d'évaluation, comme si une ligne de son tableau venait de bouger à cause d'elle. Le dessert arriva. Le plus âgé des invités, le plus doux aussi, posa sa serviette et dit « Monsieur Delcourt, pardonnez ma franchise, mais si vous marchez mieux, vous devriez laisser les gens le voir. Les faiblesses se corsent quand on leur tend la main. » Le silence s'épaissit. Camille n'était pas là pour le diluer. Clara sentit son sang se retirer de ses joues. Ethan inclina la tête très légèrement. « Je vous remercie du conseil, » dit-il. « Mais ici, on ne montre que ce qui sert. » Le vieil homme sourit avec douceur. « Parfois, ce qui sert, c'est ce qui guérit. » Ethan reposa son verre. Le dîner est terminé. Les invités, gênés, prirent leurs manteaux. Clara accompagna la sortie, remercia et revint. Ethan l'attendait, seul. « Qui t'a appris à briller sans lumière ?» demanda-t-il, sans préambule. « La vie, » répondit-elle, « et ceux qui n'ont pas voulu me voir. Je n'ai pas besoin que tu brilles. Je sais, je n'ai pas besoin non plus que vous me voyiez. » Il eut une ombre de sourire, une ombre seulement. « Ne me défie pas, Clara. » « Je ne vous défie pas.
Je me tiens droite, c'est tout. C'est déjà trop. Il fit pivoter le fauteuil. S'approcha. N'oublie pas qui décide ici. Vous. Et votre douleur, dit-elle très bas. Le regard d'Ethan s'embrasa d'un éclair bref. Monte te coucher. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Au matin, elle alla voir Élise. Vous avez bonne mine, dit Clara. C'est toi qui me la donnes, répondit la vieille dame. Ethan est venu tôt. Il avait le regard de son père, quand il se retenait de pleurer. Il retient beaucoup, murmura Clara. Oui. Et toi, tu retiens quoi? Le peu de soleil qu'on me laisse, pour le donner où je peux. Élise serra sa main. Tu es la promesse que j'ai faite il y a longtemps. Tiens bon. Je tiendrai. Sur le chemin du retour, la voiture s'arrêta à un feu. Clara regarda le trottoir et vit une silhouette familière venir vers la portière. Sophie. Sophie, la bouche rouge, les yeux brillants d'un triomphe qu'elle n'avait pas encore gagné. Elle frappa du bout de l'ongle contre la vitre. Clara abaissa la fenêtre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je passe, » dit Sophie d'une voix faussement légère. « Je voulais voir à quoi ressemble une reine sans couronne. »« Va-t'en, Sophie. Tu crois vraiment que tu peux garder ce trône? Tu crois que ce mariage tient, avec des papiers et du silence ?» Clara soutint son regard. « Je ne veux pas de trône. Je veux une table où l'on peut poser un peu de pain. » Sophie eut un rire, net, qui fendit l'air. Poétique. Comme toujours. À très vite, grande sœur. Très vite. Elle s'éloigna. Le pas des gens qui pensent que le monde est à eux. Le feu passa au vert. La voiture repartit. Dans la glace du rétroviseur, Clara vit son propre visage. Calme, mais traversé d'une ombre. Elle sut que la tempête cherchait déjà la maison. Ethan, ce soir-là, fut plus dur encore. « Tu ne sors pas demain, » ordonna-t-il. « Je dois aller voir votre grand-mère. »« Pas demain. Elle m'attend. Je l'appellerai moi-même. »« Très bien. Et tu ne descendras pas au dîner. »« Très bien. Et tu ne... »« Très bien, Ethan. » C'était la première fois qu'elle disait son prénom à voix nue. Il s'immobilisa. Les roues du fauteuil ne bougèrent plus. « Répète. »« Très bien. » Ethan. Le nom, entre ses lèvres, eut la douceur d'un fil et la force d'un fer. « Ne joue pas à ça, dit-il. Je ne joue pas. J'apprends à prononcer ce qui existe. » Il claqua la langue contre son palais. Un bruit si minuscule qu'il résonna comme un coup de feu. « Monte. J'y vais. » Elle monta sans se retourner. Dans l'escalier, elle sentit ses jambes trembler. Elle s'arrêta un instant au palier, posa la main sur la rampe, respira, puis continua. Dans la chambre, elle ouvrit son carnet bleu. Elle écrivit « Il m'interdit de sortir. Il m'interdit de dîner. Il m'interdit de respirer. Mais il ne peut pas m'interdire d'écrire. Je le nomme Ethan. Pour me rappeler que les monstres aussi ont des prénoms. Et parfois, des douleurs. » Elle posa le stylo, alla jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit d'un cran. L'air entra, mince, fidèle. Au loin, dans le couloir, un léger crissement de roues. Puis, très bas, presque inaudible, un autre son, celui de pas, 2 pas, 3, qui s'arrêtèrent devant sa porte. La poignée ne tourna pas, rien ne s'ouvrit. Mais Clara, le front contre la vitre, sut que quelqu'un, derrière le bois, retenait sa respiration avec elle. Alors, son cœur s'emballe. Est-ce son orgueil qui l'empêche d'entrer? Est-ce qu'il regrette? Le lendemain, alors que Clara descend pour parler à Ethan, elle découvre une autre femme. Une blonde, élégante, proche. Beaucoup trop proche. Ethan ne la repousse pas. Il incline la tête vers elle, comme si un geste ou un mot les liait. Clara se fige. Moi qui croyais qu'il commençait à changer. En plus de Camille, voilà encore une autre.
Son cœur se referme, plus dur que jamais. Voilà, ainsi s'achève la première partie. Qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Ethan? Est-ce simplement de l'orgueil? Ou cache-t-il une douleur plus profonde qui le ronge? Et vous, que pensez-vous de Clara? Sa patience, sa force, sa maîtrise de soi, est-ce une qualité ou une faiblesse? Pensez-vous que Clara et Ethan pourront un jour dépasser leurs blessures passées pour accorder une chance à leur mariage? Pourront-ils apprendre à s'aimer, à se pardonner et à avancer ensemble? Laissez vos impressions en commentaire. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et partagez pour nous soutenir et pour ne rien manquer de la suite de cette histoire captivante. La deuxième partie vous réserve bien des surprises.